Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Guillaume Brice, votre conseiller en immobilier et nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la semaine 14 dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir une petite actualité totalement what the fuck pour commencer avec un habitant de Bretagne qui n'a pas froid aux yeux, un petit problème de vente et d'achat plutôt pour des acquéreurs dans le Gers et puis ensuite on fera un petit bilan sur le premier trimestre de l'année avec le bilan justement des transactions immobilières qui font un peu peur à certains professionnels et certains particuliers. On en parle tout de suite après le générique. On commence donc avec l'annonce de vente d'une maison à Dinard, donc un ami breton qui commence d'une manière très classique, annonce qu'on a trouvée sur Le Bon Coin. Vendons 720 000 euros une maison en pierre à Dinard, secteur calme, à 300 mètres de la plage de l'Écluse et du marché, implantée sur une parcelle de 439 mètres carrés. Elle est orientée sud-ouest, surface habitable de 97 mètres carrés, comportant salle à manger, salon, cuisine, eau, salle d'eau. WC, 3 chambres plus véranda, garage attenant, sous-sol, chaudière. Cette maison est immédiatement habitable. Jusque-là, tout va bien. Ça commence à se corser juste après avec un diagnostic en cours. Ça me permet de vous rappeler que, attention, depuis le 1er janvier de cette année, vous devez avoir les diagnostics directement au moment de la mise en vente. Jusque-là, c'était également obligatoire, mais il n'y avait pas véritablement de sanctions. Aujourd'hui, c'est pénalement punissable si vous publiez une annonce sans diagnostic, même si vous êtes particulier, surtout si vous êtes professionnel. Mais donc, dans les deux cas, attention, gare à vous. Le bien est vendu par les propriétaires en direct, aucun frais d'agence ou de négociation à prévoir. C'est un choix comme un autre sur une maison à 7 423 euros du mètre carré. Le faire en PAP, vous pouvez, oui, bien évidemment. Et par contre, c'est là où ça se gâte, c'est que justement dans l'annonce, il nous dit, par contre, un forfait de 35 euros pour indemnisation des frais de visite sera demandé par la personne déléguée à la présentation du bien sur le lieu de rendez-vous. Voilà, donc on ne fait pas appel à professionnel, a priori on fait appel à un guide touristique. Bon bah voilà, hein, effectivement, peut-être que sur Airbnb, hein, on peut aussi louer des guides touristiques. Dès que vous louez le bien pour dormir la nuit, vous pouvez aussi louer le guide touristique qui vous propose une visite de la ville. Et bien maintenant, sur Airbnb, on aura peut-être effectivement dans l'avenir des personnes qui se proposeront de vous faire visiter des biens d'exception à 720 000 euros. Donc bon, voilà, au moins on évite les touristes ou alors, c'est bien, hein, pour 35 euros, vous pouvez visiter une maison à 7 000 euros du mètre carré, près de Dinard. Peut-être qu'il y a moyen de négocier aussi une nuit de location. Je ne sais pas. Venez avec du liquide, hein. On ne sait jamais. Ça peut très bien passer. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors bon, si ça marche, tant mieux pour eux, hein. Si ça ne marche pas, tant pis pour eux également. Je ne sais pas si ça va refroidir les vendeurs, les acquéreurs surtout. Est-ce que ça fait que la personne va effectivement ne pas avoir d'offres, ne pas avoir de demande de visite? C'est un peu le risque quand on fait du PAP, c'est qu'effectivement, il faut faire le tri entre les touristes et les acquéreurs potentiels. C'est le boulot du professionnel de faire ça en amont. Dès que le téléphone sonne pour me dire j'ai vu que vous aviez une annonce en ligne, je fais une découverte acquéreur. Pour moi, éviter les touristes. Je ne vais pas leur dire ok, on y va, par contre, vous me devez 30 balles. Si ça marche, tant mieux. Alors le problème, c'est que du coup, si ça marche, on risque de voir beaucoup d'annonces dans ce type-là. Et voilà, chacun son métier. Soit vous faites garde de musée, soit vous faites conseiller en immobilier. Il y en a apparemment qui hésitent entre les deux. Tant mieux pour eux. Cette mésaventure aurait peut-être pu sauver la mise à ce couple du Gers, cette famille du Gers, hein, qui achète en 2021, en février 2021, une maison dans le Gers à Razangue. Un couple et ses 3 enfants sont aujourd'hui contraints de trouver un autre endroit pour vivre. La bâtisse est en effet devenue inhabitable en raison de nombreux vices cachés liés à son isolation et sa plomberie. L'ancien propriétaire, quant à lui, a disparu.
Donc cette famille a acheté à un propriétaire anglais, le propriétaire anglais s'est fait la malle. Allez-y pour porter plainte pour vice caché ou pour dol, hein, puisque si le propriétaire était au courant, ce sera un dol. Donc là, on se retrouve avec une famille qui doit trouver une solution de relogement après être devenu propriétaire d'une maison. Les ennuis commencent parce que bien évidemment, vous devez quand même payer votre assurance, vous devez payer votre banque, vous devez rembourser le crédit. Et si derrière, effectivement, l'ancien vendeur n'est pas joignable, ça va être difficile. Alors, l'article nous dit qu'il y a à peu près tout qui ne va pas bien dans cette maison, la toiture, l'isolation, l'électricité. Alors, la toiture, malheureusement, ça ne fait pas partie de diagnostic obligatoire dans l'achat de votre maison. C'est toujours le point noir et c'est celui sur lequel mes acquéreurs sont le plus pointilleux également. Et c'est celui sur lequel il faudra que vous fassiez attention. Les toitures, l'état des toitures n'est vérifié par personne. Vous n'êtes pas un expert en toiture, je ne suis pas un expert en toiture, mais c'est bien effectivement un des gros soucis qui peut arriver dans l'achat d'un bien immobilier parce qu'il n'y a pas de diagnostic et c'est un poste de réparation très coûteux. Pour l'isolation et l'électricité, il y a des diagnostics, donc on n'a pas la description complète de cette histoire, c'est malheureux, ça reste malheureux, mais lisez bien tous les diagnostics qu'on vous dise, renseignez-vous auprès des professionnels, que ce soit d'ailleurs du PAP ou du professionnel, c'est pas dit dans l'histoire, donc c'est que c'est probablement du PAP, sinon on aurait inclus l'agence immobilière ou le mandataire immobilier dans l'article. Là, aucune mention de l'un ou de l'autre, donc à mon avis, c'est du PAP. Si vous passez par du PAP, demandez, recherchez sur Internet quels sont les diagnostics obligatoires, quels âges ils doivent avoir, comment les comprendre. Il y en a beaucoup, et quand je les envoie à des clients, il y en a qui me le disent clairement, je ne les ai pas lus. Et tant mieux, ça veut dire que d'un côté, ils me font confiance parce qu'on les a décrits ensemble sur tous les points d'attention. Quand un vendeur me donne des diagnostics, je vais parler des points d'attention avec les acquéreurs pour ne rien leur cacher justement. Parce que c'est mon devoir de conseil de prévenir. S'il y a une toiture à refaire, c'est pas un problème. Si l'acquéreur est au courant, ce n'est pas un problème. Donc effectivement, je décris au maximum. Une fois que je vous envoie 60 pages de diagnostic, en général, quand on se revoit une semaine après ou quand on se revoit au compromis, je ne les ai pas téléchargés, je ne les ai pas lus. C'est pas grave, je ne peux pas vous en vouloir, justement, c'est pour ça que vous faites appel à un professionnel, c'est pour ne pas avoir à lire et comprendre une centaine de pages de diagnostic. Et pour ma part, quand je ne comprends pas, j'appelle moi-même aussi un diagnostiqueur pour qu'il me renseigne. Mais du coup, si vous passez en PAP, malheureusement, justement, oui, effectivement, tout à l'heure pour l'annonce de Dinar, c'est marqué qu'il n'y a pas de frais d'agence. Et bien, s'il n'y a pas de frais d'agence, c'est parce que vous allez devoir faire le travail de l'agent ou du mandataire immobilier. Donc, lisez les diagnostics et si ça doit vous prendre 2 heures, prenez 2 heures. Parce que quand vous aurez acheté une maison, dans ce cas-là, à 265 000 euros, ces 2 heures-là, c'est la différence entre est-ce que j'ai un problème après l'achat ou est-ce que je vais limiter le risque de problème. Je parle bien de limiter le risque de problème parce que bien évidemment, vous pourrez toujours prendre toutes les précautions du monde. Si quelqu'un veut vous la mettre à l'envers, il trouvera un moyen pour vous la mettre à l'envers. Mais si vous vous renseignez avant, si vous étudiez, si vous visitez correctement et si ensuite vous appelez un notaire en qui vous avez confiance, parce que dans tous les cas, vous pouvez ne pas passer par un professionnel pour acheter un bien immobilier, mais vous ne pouvez pas vous passer d'un notaire. Évitez au maximum, alors ça pour le coup, mes amis notaires vont peut-être me détester pour cette phrase, mais évitez au maximum de dire le vendeur a son notaire, donc oui, c'est très bien, je fais confiance. Alors, les notaires, pour 99,9% des cas, sont très honnêtes, sont très intègres, font extrêmement bien leur travail. Et le jour où vous tomberez sur le 0,01%, et c'est là où les ennuis commenceront pour vous. Donc, le fait d'appeler un notaire qui sera à vous, parce que le notaire est neutre entre vendeur et acquéreur, vous aurez une deuxième lecture, vous aurez un deuxième regard, vous aurez un deuxième propriétaire qui va travailler, un deuxième professionnel qui va travailler sur votre dossier. Et au final, même si on demande d'être objectif et d'être autant vendeur avec le vendeur qu'avec l'acquéreur, il peut des fois y avoir
des petits déséquilibres d'un côté ou dans l'autre. Donc si le vendeur a son notaire et que l'acquéreur a son notaire, des fois, ça vous permettra d'éviter des soucis qui seront très coûteux par la suite. Faites-le, ça ne coûte pas plus cher pour vous. Et si je dis que les notaires vont me détester, c'est parce que justement, les notaires, eux, se partagent les frais de notaire en deux. S'ils sont deux, ça fera 2 fois moins à gagner. Donc, lisez bien les diagnostics, lisez bien, faites bien vos visites. Et c'est ce que les personnes nous racontent dans les commentaires de cet article, c'est que 265 000 euros pour 207 mètres carrés pour une maison à Razangue, à côté de l'île Jourdain, dans le Gers, c'est pas cher. Donc si vous achetez une maison pas chère, c'est probablement qu'il y a pas mal de travaux dedans. Il n'y a pas souvent, parce que ça existe encore, hein, mais il n'y a pas d'excellentes affaires. Il n'y a pas l'affaire du siècle en immobilier. Il y a des bonnes affaires, mais il n'y a pas d'affaire du siècle. Donc si vous payez 2 fois moins cher une maison, ou si vous voyez une maison 2 fois moins chère que les autres, c'est qu'il y a un moment, c'est pas une mauvaise affaire non plus, hein. Cette maison n'est probablement pas une mauvaise affaire. Si on regarde et que les prix de l'immobilier sont 2 fois plus chers et que vous devez débourser 500 000 euros dans une maison, vous vous retroussez les manches, vous faites pour vous-même 100 000 euros de travaux, parce que vous ne payez pas la main d'œuvre, c'est vous qui faites tout vous-même, ce sera une bonne affaire, pas une très bonne affaire, même si vous avez économisé 200 000 euros, hein, je pourrais dire très bonne affaire, mais ce sera une bonne affaire. Et je ne dis pas très bonne affaire, parce que se retrousser les manches et faire tous les travaux, c'est pas une affaire, c'est du travail. Donc, si vous pensez que vous achèterez le meilleur des biens, tout frais payé, on pose les valises et tout va bien, moitié moins cher que le prix du marché, les ennuis commenceront déjà. Alors, le jour où vous me dites dans les commentaires, moi ça m'est arrivé, félicitations et bien joué. J'ai envie vraiment de vous dire bien joué. Mais donc, faites attention, l'immobilier répond véritablement au marché, l'offre et la demande. Donc, un prix qui est décalé avec la réalité du marché alentour, visitez d'autres biens, n'achetez pas forcément le premier bien que vous visitez, c'est que il y a des travaux. Alors, est-ce que le propriétaire anglais de bonne foi a bien montré la maison, s'est dit, bon bah oui, 207 mètres carrés à ce prix-là, les gens vont comprendre de fait qu'il y a des travaux, ou est-ce qu'il fallait dire effectivement, regardez, vous devrez changer les fenêtres, regardez, il faudra faire ceci, regardez, il faudra faire cela. Bah du coup on ne sait pas vu que l'anglais s'est barré. Alors est-ce qu'il s'est barré justement parce qu'il savait tous les problèmes et qu'il s'est dit voilà une famille de pigeons, moi je me tire, ou est-ce que juste comme tous les Anglais avec la sortie de l'Union Européenne, parce que c'est 2021 hein, du coup l'achat, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, il a vendu et il est rentré chez lui, sous-entendu au Royaume-Uni, avec si peu d'informations dans l'article, on ne peut pas savoir. Donc, est-ce que il y a eu une affaire, est-ce que cette histoire est malveillante de la part du vendeur, ou est-ce que ce sont des acquéreurs un peu trop optimistes? Je ne pourrais malheureusement pas en dire plus là-dessus. Mais pour vous, donc, si c'est pas encore acheté et si c'est pas encore vendu, gardez les points que j'ai cités en tête pour que la transaction vendeur et acquéreur se passe bien. En troisième actualité, on l'a dit la semaine dernière, à partir du 1er avril, nous avons quitté le premier trimestre de l'année. Donc on a les premiers bilans qui sortent. Les premiers bilans qui sont sortis font peur, font mal, font pleurer. Parce que vous avez Orpi qui a annoncé que au premier trimestre de l'année 2021, il y avait 17% de transactions en moins par rapport au premier trimestre de l'année 2020. Et là, j'en vois déjà qui crie, qui hurle, qui pleure, qui s'arrache les cheveux. Ça y est, c'est la fin, c'est la bérésina, la récré est finie, c'est la crise financière, c'est la crise immobilière, la bulle éclate. Attention, alors j'ai pas dit qu'une bulle n'arrive pas. Vu l'augmentation des prix sur les 3 dernières années et effectivement le rythme du marché, c'était bien soutenu par des taux extrêmement bas bancaires, hein. On était à 0,75% pour un crédit sur 25 ans. Là, les taux de crédit sont montés. Aujourd'hui, si vous ne passez pas par un courtier en immobilier, vous avez des taux de crédit qui sont à
2%. Donc on est déjà multiplié par 3. Ce ne serait pas étonnant que les 6 prochains mois, voire d'ici la fin de l'année, peut-être même avant, donc entre 6 mois et 12 mois, et 9 mois du coup, vu qu'on a passé les 3 premiers mois, on se retrouve avec des taux à 3%. Et le problème, c'est que si les taux augmentent, les prix de l'immobilier vont forcément baisser. Ce qui n'a pas encore eu lieu à l'heure actuelle. Les prix continuent de monter, se tassent un peu, mais continuent de monter. Ce qui fait que on a moins de transactions. Donc pour certains, ce sont les premiers signes vers le grand crack, la grande bulle qui explose. Peut-être, probablement, on verra. Tous les indicateurs sont effectivement là. On a des taux qui réaugmentent. On a l'inflation qui est à un taux record. Elle explose tout. Donc, a priori, ça peut mal se passer. Cependant, je voudrais moduler sur plusieurs points. Le premier point, ce week-end, nous votons pour les présidentielles. À chaque fois qu'on a une présidentielle, le premier trimestre est très lent. Ça n'empêche pas que le reste de l'année soit correct. En 2017, c'était une année record, avec des chiffres jamais vus. On était revenu sur des chiffres de la décennie d'avant, avant crise du coup, de la crise 2008-2012. Et on avait battu le record absolu qui avait déjà été battu justement en 2016, avec un peu moins d'1 million de transactions. Mais pourtant, le premier trimestre était extrêmement lent. Donc, ce qui veut dire que en les 9 derniers mois de l'année, la baisse qui a eu lieu sur le premier trimestre avait été compensée. Est-ce que ça se passera? Peut-être. Deuxième point à prendre en compte, c'est qu'une baisse par rapport à l'année dernière, ce n'est pas une baisse par rapport au reste. L'année dernière est l'année de tous les records. On a clôturé l'année 2021 avec 1 184 000 transactions. Ce qui veut dire que si on repasse à 1 million de transactions, on a une baisse de 15,3%. Et pourtant, 1 million de transactions, ce sera très bien. Donc oui, le marché de l'immobilier n'est plus en croissance. On risque de ne pas dépasser le 1 183 000. Mais il ne faut pas voir moins 15, moins 20% comme une bulle, comme une crise. On retournera à du 1 million de transactions annuelles, ce qui est somme toute très correct. Ça va probablement corriger justement au niveau des tarifs, au niveau des prix. Laval, qui ce trimestre-ci a des tarifs qui explosent de plus 20%. Forcément, effectivement, à ce niveau-là, les hausses à 5, 10, 15, 20% par mois, par an, c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser tous les prix de 20%, et puis surtout par rapport à l'avant-Covid, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout depuis le Covid que ces chiffres ne cessent d'augmenter. Donc faites attention quand vous voyez les pourcentages qui baissent par rapport à l'année dernière. L'année dernière était l'année de tous les records en termes d'augmentation du prix au mètre carré et du nombre de transactions. On a tout pété, on sera forcément en dessous cette année, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus faible. Dernier point, les articles se basent sur les déclarations d'Orpi. Orpi, si je reformule la phrase que j'ai faite précédemment, annonce qu'ils ont fait 17% de transactions en moins par rapport à l'année d'avant. Et ça, du coup, si on le prend comme une baisse de marché, c'est oublier que tous les autres articles de la Terre, Capital en tête, a fait un article début du mois sur justement les réseaux de mandataires. Alors, que ce soit celui que je représente ou les autres, donc on va en citer plusieurs histoire de dire que. Donc les réseaux de mandataires, IAD, Safety, Remax et BSK. Allez, on va citer les 4 là. Désolé pour mes confrères que j'ai oubliés. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour quel réseau de mandataires vous travaillez et je vous citerai, promis, dans une prochaine vidéo. Donc les réseaux de mandataires ont véritablement explosé depuis le Covid et prennent des parts de marché. On ne rajoute pas des biens à vendre quand on travaille dans un réseau de mandataires. On en prend là où il y en avait à prendre, c'est-à-dire les PAP, tous les particuliers à particuliers qui ne souhaitaient pas passer en agence. Pour certains, sont convaincus de passer par un mandataire parce que notamment les honoraires de vente sont plus faibles.
Donc on arrive à convaincre des personnes qui ne voulaient pas passer par des agences à passer par des mandataires, par des réseaux de mandataires, mais également on a des clients historiques des agences immobilières qui sont transvasés et qui passent aux mandataires. Donc si Orpi nous dit qu'ils font moins 18%, c'est Orpi, c'est pas l'immobilier. Donc il faudra attendre pour affiner un peu plus les chiffres, il faudra regarder tous les acteurs, il faudra surtout regarder les chiffres des notaires, parce que c'est eux qui nous donnent les chiffres du nombre de transactions qu'ils ont effectuées. Et comme on a dit précédemment pour l'actualité d'avant qu'il fallait obligatoirement passer par un notaire, le vrai baromètre de l'immobilier, c'est le baromètre des notaires. Ne prenez pas un autre chiffre, si c'est Orpi, l'AFNAIM, Century 21 ou même demain si c'est IAD qui vous dit que le nombre de transactions augmente ou baisse, c'est par rapport à l'entreprise qui vous donne les chiffres et non pas par rapport au marché. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant pour ces trois raisons. Est-ce que ça ira plus loin? Est-ce qu'il faudra s'inquiéter? J'ai envie de dire que de toute façon, c'est pas justement, si on s'inquiète, c'est à ce moment-là où on va créer un effet boule de neige et que la crise va arriver. Donc il faut commencer à regarder effectivement ces signaux. Pour le moment, ça reste effectivement un bon moment pour acheter parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont encore bas, historiquement bas. Alors c'est sûr, on n'est plus à 0,75, mais 2% pour un crédit immobilier. Peut-être que dans 6 mois ou dans un an, vous allez me dire, ah, tu te rends compte, c'était vraiment le moment d'acheter. Oui, les prix de l'immobilier sont hauts, mais les taux de crédit sont très bas. On va avoir une correction à ce niveau-là. Plus les taux de crédit vont monter, moins il y aura de transactions parce que moins il y aura de possibilités d'achat pour les acquéreurs. Et du coup, les prix de l'immobilier vont redescendre pour avoir une espèce de corrélation à ce niveau-là. Mais ça ne montre pas pour l'instant un début de crise ou une explosion d'une bulle de l'immobilier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les 3 petites actualités, c'est rapide. Il n'y a pas besoin d'en faire une vidéo d'1 heure. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez jamais de me rajouter un petit pouce, ça fait plaisir. Des commentaires si vous avez des questions à ce sujet ou si vous avez des informations à me donner par rapport à ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je suis maintenant présent sur Twitch si vous voulez participer à la création de cette vidéo et pouvoir rajouter du contenu en plein live. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.